La première partie du cours vient de s'intéresser aux dérivés halogénés, c'est-à-dire aux substrats qui ont, que j'avais noté C, Y, où Y en fait c'était X et donc c'était les halogènes. Là on va regarder le cas où on s'intéresse au groupe OH comme éventuel groupe partant. Alors pour la nomenclature, les alcools, c'est comme pour les dérivés halogénés, hein. Il y a alcool primaire, secondaire et tertiaire, avec donc par exemple l'éthanol, alcool donc primaire parce que le carbone qui est lié à la fonction hydroxyle et donc alcool n'est lui-même relié qu'à un seul groupe alkyle, ici un méthyle et deux hydrogènes. Le propanediol, c'est un alcool secondaire puisque cette fois-ci le carbone il est relié à deux groupes alkyles, et le dernier propane 2-méthylpropanediol, alcool tertiaire. Alors les phénols, eux, constituent une classe à part, on l'a déjà vu, puisque du fait de la conjugaison, d'accord, et de l'aromaticité, ils ont un caractère totalement particulier. Donc on les classe un peu à part. Pour les propriétés physiques, je vous en ai indiqué quelques-unes. Évidemment, la propriété essentielle des alcools, c'est le fait de pouvoir faire donc des liaisons électrophiles, hydrogènes, pardon, des liaisons hydrogènes. Donc les liaisons hydrogènes, je vous rappelle, c'est entre un H lui-même relié à un atome électronégatif, donc l'oxygène, très bon candidat, et donc qui va pouvoir faire des liaisons de type électrostatique avec le doublet non liant d'un deuxième atome électronégatif. Voilà. Donc ce qui assure des températures d'ébullition élevées puisqu'on a une grosse cohésion de la matière et donc des forces intermoléculaires importantes pour les alcools, comme pour l'eau qui, comme j'ai déjà dit, est un alcool particulier. La réactivité chimique des alcools n'est pas extraordinaire. Et néanmoins, il y a quand même pas mal de critères, mais on va voir qu'ils ne sont pas très exacerbés. Alors on commence avec le caractère acide. Oui, le caractère acide vient simplement du fait que on a, à partir du moment où on a un proton relié à un O, comme pour l'eau, oui, on peut récupérer la base conjuguée et le proton. Bon, on sait que cette réaction est largement favorisée dans le sens retour. Pour le caractère basique, il y a un doublet non liant, donc on peut s'en servir pour justement capter un proton et récupérer ce qu'on appelle un oxonium. Encore une fois, la réaction est largement favorisée dans le sens retour. Donc pour la nucléophilie, c'est le même principe, on a un doublet non liant, donc il peut évidemment aller attaquer un électrophile de façon générale, pas forcément un proton, et donc on peut se récupérer donc l'électrophile ajouté à l'alcool. Pour la nucléofugacité, donc ça c'est l'aptitude du groupe OH- à partir. Alors celle-là en réalité elle est inexistante sans qu'il y ait une activation, c'est-à-dire que la liaison, la fonction OH liée à un carbone ne va pas partir comme ça, parce que si elle part, on récupère OH-, et OH- est un vraiment très très mauvais nucléofuge. Donc en fait, la seule façon de récupérer un nucléofuge un peu correct, c'est justement d'avoir fait les activations électrophiles avant. C'est-à-dire que la nucléofugacité, on ne va pas l'écrire sur ROH, mais sur justement les groupes qui ont été activés par un électrophile ou le proton, et donc dans ce cas-là, on a un groupe partant qui peut laisser donc un carbocation et le groupe hydroxyle activé. Donc dans le cas où l'électrophile est H+, on a comme nucléofuge, sans charge plus bien sûr, l'eau. D'accord, là on a le nucléofuge. Voilà. Donc on va essayer d'améliorer tout ça en activant le caractère nucléophile, etc. Donc on va commencer juste par un petit récapitulatif sur l'acidité. Alors l'acidité, les alcools sont des acides faibles, puisque les bases elles sont fortes, donc une idée c'est de récupérer le proton qu'elles ont perdu, mais en revanche ce ne sont pas non plus des bases
des acides ridicules, hein, en tout cas dans l'échelle des pKa de la chimie organique. Alors, rapidement, le tertiobutanolate, donc tertiobutanolate, le tertiobutyl, c'est le groupe butyl, mais 4 carbones, mais reliés comme ça on croit. Isopropyl, c'est un propyl, mais relié au milieu. N-propyl, c'est en linéaire. OH, on connaît, mais OH, on connaît, et l'eau, on connaît. Donc, plus on substitue, moins la base conjuguée est stable, puisqu'on sait que pour stabiliser la base conjuguée et donc faire baisser le pKa, il faut décharger la charge moins, et donc pour ça il faut des groupes attracteurs. Alors là, le problème c'est que tous les groupes alkyles sont donneurs. Alors évidemment, le méthyle est moins donneur que le tertiobutyl, qui lui a 3 substitutions méthyle, et donc qui va encore plus déstabiliser la charge moins et donc la base, et donc élever le pK. Voilà. Alors évidemment, il y a le cas particulier des phénols, hein, qui conduisent donc à la base conjuguée phénolate, qui là pour le coup, du fait de la conjugaison qu'on a déjà écrit dans d'autres cours, stabilise largement la base, et donc là on a un pK qui va plutôt tourner autour de 10 pour les phénolates. Voilà. Alors la synthèse des alcoolates, à nouveau, on l'a déjà rencontré dans les autres cours, hein. Je le rappelle rapidement, donc à partir d'hydrure de sodium, réaction acide-base, voilà. Également, on a vu comme autre synthèse l'utilisation d'une base plus forte, donc comme avant on a utilisé H- avec un pK au-delà de 30, là on utilise les amidures, donc l'amidure NH2-, et sinon l'isopropyl, le disopropylamidure de lithium, donc je rappelle, LDA, mon chouchou, voilà. Donc là on a l'avantage, c'est qu'ici on a une base forte, et en plus comme elle est encombrée, elle ne risque pas de faire office de nucléophile, donc ça évite les mauvaises surprises quand justement le but c'est de faire uniquement la réaction acide-base et non pas éventuellement des réactions de substitution nucléophile, puisque contrairement à NH2-, là en revanche avec cet encombrement là, il ne risque pas de s'approcher d'un site électrophile, alors que lui il peut. Voilà, la dernière façon d'obtenir un alcoolate, c'est donc la réaction redox. À nouveau, on l'a déjà vu. Et donc, l'intérêt de ces 3 réactions, c'est vraiment de passer de ROH, qui est un nucléophile assez piètre, assez mauvais, à un bien meilleur nucléophile, puisque cette fois-ci chargé moins. Voilà. Donc ça, c'est l'intérêt de toutes ces transformations, c'est d'activer donc le caractère nucléophile de l'alcool. Donc en passant par l'alcoolate, et à partir de là, on a donc récupéré un alcoolate, on lui oppose un dérivé halogéné, donc un site électrophile, et donc le doublet non liant de l'alcool va pouvoir agir, de l'alcoolate, hein, va pouvoir agir comme nucléophile sur le dérivé halogéné, pour former donc un éther dans ce cas-là, ROR', et donc on parle de détérification de Williamson. D'accord. Donc là c'est évidemment on peut se servir de ces nucléophiles sur d'autres réactions, mais là c'est vraiment un exemple assez commun. Donc l'autre idée c'est d'activer la nucléofugacité, hein, puisque donc je répète, hein, ROH, ça part pas tout seul, hein, ça part pas en laissant un carbocation et un OH- tout seul. OH- c'est une base forte, en plus elle est absolument pas encombrée, donc évidemment elle a qu'une envie, c'est de refaire la réaction dans le sens retour. Donc comme nucléofuge, OH- c'est vraiment ce qu'il y a de pire, donc il va falloir améliorer ça, et donc on a quelques stratégies. La première c'est transformer donc le ROH en RX